Je trouve que dans cette société, on va très très vite, surtout, et c'est peut-être aussi pour ça que vous écoutez ce podcast. On a tendance à envoyer d'un tweet à l'autre, d'une petite phrase à une autre, d'un titre à un autre. Mais pourtant, ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser au temps long, de revenir en arrière. Et peut-être que vous avez lu ce livre de Harari qui s'appelle Sapiens, une brève histoire de l'humanité. Aujourd'hui, je reçois un géohistorien. Et on va parler ensemble de temps long, de l'histoire, de plein de choses en réalité. Par exemple, l'histoire de l'esclavagisme, mais aussi l'histoire du peuplement de Sapiens sur les différents continents. Vous allez voir, c'est passionnant. C'est une conversation qui est beaucoup plus longue que d'habitude parce qu'en fait, en réalité, j'arrivais pas à ne pas être intéressé, donc je pouvais pas couper. C'était beaucoup trop intéressant pour moi. Donc, je vous laisse avec cette conversation avec Christian Gratteloup, qui était un professeur à Sciences Po, qui est auteur de plein d'ouvrages, et j'espère que ça va vous plaire. Donc, je vous laisse avec cette conversation. Allez, Vlan, c'est parti. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, Christian. Bonjour. Vous allez bien? Oh, fort bien. Prêt à une conversation. Ouais, on vient de discuter. Vous avez beaucoup d'histoires à raconter. C'est tant mieux parce que vous êtes géographe. Géohistorien. Géohistorien. Bon, c'est un mot qui a été inventé par l'historien Fernand Braudel, pour dire en quoi on ne peut pas faire d'explication historique, de récit historique sans penser dans un cadre géographique. Oui. L'histoire n'est pas hors sol. Non, elle est pas hors sol. Et en fait, ce que je trouve hyper intéressant, c'est de voir que nous sommes tous la race humaine, en tout cas les sapiens. Oui, le mot race humaine me plaît pas trop. Non, l'espèce humaine. L'espèce humaine, les sapiens. On est tous partis d'Afrique pour peupler l'intégralité de la planète. Et en quoi ça explique justement ce peuplement de la planète? Qu'est-ce que ça explique, le fait qu'on vienne tous de cette région-là en tant qu'espèce? Alors, ça explique... en fait, ça n'explique pas grand-chose. On aurait pu partir d'un autre endroit de la Terre. Je pense pas que le résultat aurait été profondément différent. Ça peut juste amener un paradoxe amusant. C'est que j'ai un collègue camerounais qui aime bien dire on peut pas être colonisé en Afrique parce que on peut interdire à personne de revenir dans son berceau. Donc, si l'Afrique est le berceau de l'humanité, voilà. Bon, c'est évidemment une boutade. Il se trouve que les hommes ont une grande mobilité physique, comme beaucoup d'espèces, mais on peut faire 25-30 km par jour, mais enfin, il n'est pas nécessaire de se développer, de se déplacer beaucoup plus rapidement, mais ça peut sembler dérisoire par rapport à beaucoup d'autres espèces migratoires, mais néanmoins, ça permet de peupler la Terre, qui n'est pas si grande, en peu de temps. S'il existait une route qui faisait le tour de la Terre, c'est-à-dire à peu près 40 000 kilomètres, pardon, on pourrait la parcourir à notre pas régulier en 5 ans. Donc, oui, bon, c'est pas énorme. Donc, ça peut permettre de comprendre que les sapiens aient été partout. Aient été non seulement dans l'ancien monde, ce qu'on appelle conventionnellement l'Europe, l'Afrique, l'Asie, mais finalement ait pu passer en Amérique et pu ultérieurement peupler la Polynésie. Mais ce qui est plus surprenant, c'est pas la distance. C'est le fait que dans tous ces territoires, vous avez des régions extrêmement froides, là où vivent des Inuits, ou bien en altitude, par exemple des Tibétains, des régions extrêmement sèches, comme les régions désertiques, éventuellement sèches et froides, comme les steppes d'Eurasie ou les plaines d'Amérique du Nord, les prairies, comme on disait, des régions qui sont extrêmement humides, comme beaucoup de régions tropicales équatoriales, des régions qui sont au contraire tempérées. Il y a des hommes partout. Alors, en densité variable, certes, mais cette diversité ne peut se comprendre que parce que il y a eu une capacité humaine qui était de créer un milieu artificiel. Un milieu artificiel qu'ils ont déjà aménagé avec le feu, mais surtout qui se concrétise par deux choses, qui sont nos vêtements et nos maisons. Oui, parce que ce que vous me disiez, c'est que en fait, l'habitat naturel du sapiens, c'est une zone plutôt chaude.
Oui, c'est de la savane arborée, comme d'ailleurs une partie de nos cousins très très proches, des chimpanzés ou des gorilles, qui sont soit des régions de forêt équatoriale, soit des régions de forêt ouverte, de savane arborée, ce qui est tout à fait notre cas. Donc on est normalement constitué pour vivre dans un milieu avec une température moyenne entre 25 et 30 degrés, une pluviométrie variable, et là on n'a pas besoin de vêtements d'ailleurs dans ces cas-là. Et nos vêtements sont purement sociaux quand on en porte. Ils sont pas dus à une contrainte biologique. Mais inversement, si vous êtes inuit, vous avez intérêt à vous vêtir de peau de phoque, vous enduire de graisse, même s'il y a quelques petites adaptations physiologiques. Par exemple, la couche de graisse sous la peau des inuits est un peu plus élevée que sous la nôtre. Les yeux sont plus bridés parce que ça permet de résister à des vents froids. Le nez est plus écrasé pour la même raison. Donc c'est lié à des sélections qui se sont produites parmi des populations migrantes. Mais vous avez très très peu d'adaptation biologique. En tout cas, ça n'explique pas la localisation des humains dans des régions qui leur sont a priori hostiles. Et ce que vous me disiez, je trouvais ça hyper intéressant, c'est que ces différences physiques, elles sont en fait très réduites, parce qu'on parle beaucoup dans le langage courant de race. Évidemment, ça me crispe un peu, parce qu'il n'y a pas de race. Enfin, il y a les sapiens, qui est une race d'êtres humains, mais il n'y en a qu'une. Mais ce que vous me disiez, effectivement, avec votre regard sur le temps long, c'est que finalement, ces différences physiques, ce ne sont pas des différences majeures. Elles sont même dérisoires. C'est-à-dire qu'on a eu tendance, pour des raisons sociales, pour hiérarchiser des humains, évidemment ceux qui l'ont fait sont ceux qui se mettaient en haut de la hiérarchie, à vouloir mettre des différences qui seraient des différences ensuite sociales, c'est-à-dire d'intelligence par exemple, entre des gens qui auraient une peau plus ou moins claire, un nez plus ou moins épaté, des yeux plus ou moins bridés. Non, il n'y a strictement aucune différence. La preuve en est d'ailleurs la totale compatibilité de reproduction des humains, quel que soit ce qu'on a. On ne doit absolument pas appeler des races. Race, c'est un terme strictement d'éleveur pour désigner des types de sous-espèces que l'on essaye d'identifier, les races de chiens, les races de vaches, les races de chevaux, mais c'est de la fabrication humaine à l'intérieur de transformations qu'on peut opérer en contrôlant la reproduction de ces animaux. Parce que spontanément, si vous laissez les chiens se reproduire sans contrôle, vous aboutissez à un chien unique, qui ressemble d'ailleurs au dingo australien, qu'on appelle le chien jaune, qu'on va trouver absolument partout dans les régions où les chiens sont un peu à l'abandon, dans des régions pauvres essentiellement, et qui est le même type de chien de taille moyenne, de couleur brune, jaunâtre, et qui est une sorte de moyenne des changements. Les humains sont très largement d'ailleurs une sorte de moyenne en fonction des oppositions. Et les oppositions de races qu'on a inventées, c'est en grande partie pour pouvoir maintenir des hiérarchies, en particulier, par exemple, pour justifier l'esclavage noir. C'était largement une justification idéologique de quelque chose qui était strictement une utilisation pratique d'un élément économique qui était la plantation. Et alors justement, on va revenir sur l'esclavage, mais je voudrais qu'on reparte encore plus loin sur le fait que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, par exemple, ou sur les navires et les voyages qu'ont pu faire les humains sur la planète. Vous parliez, et je trouve ça hyper intéressant, des Polynésiens. En fait, les Polynésiens, on n'y réfléchit pas, en fait, de manière assez générale, alors qu'en réalité, c'était des grands voyageurs. Oui, les sociétés polynésiennes sont des groupes humains qui ont connu une aventure absolument extraordinaire, puisque il suffit de penser au fait que les îles du Pacifique étaient presque toutes peuplées. Elles étaient pratiquement toutes connues des Polynésiens qui savaient naviguer, qui allaient de Tahiti aux Hawaï, par exemple, ça fait quand même dans les 2000 kilomètres, qui pouvaient naviguer sans problème et sans se tromper. Ils avaient d'ailleurs des cartes. Ils avaient construit une cartographie qui ressemblait pas du tout à la nôtre, qui était une cartographie fondée sur la mer et pas sur la terre, mais qui leur permettait tout à fait de naviguer. Mais l'essentiel de leurs cartes était dans leur tête, étaient des connaissances que les maîtres de navigation avaient. Or, les Polynésiens, c'est un groupe qui est originaire d'Asie. Alors c'est un groupe linguistique, je parle pas de race, c'est un groupe linguistique dont la forme, le lieu le plus ancien qu'on connaisse, c'est l'actuelle île de Taïwan, qui n'est devenue chinoise que très tardivement. Au XVIIe siècle, lorsqu'il y a eu une invasion chinoise. Mais il existe encore aujourd'hui en Polynésie, sur la côte est pour l'essentiel, des groupes autochtones, on peut dire, qui parlent des langues polynésiennes. Ils sont devenus très, très minoritaires. Et ce que vous me disiez, c'est que Madagascar
et a été construite aussi à l'origine par des Polynésiens, c'est ça? Alors, la langue malgache actuelle est une langue de famille polynésienne. On considère, alors on n'a pas évidemment de texte, mais les anthropologues qui ont travaillé sur les migrations dans l'océan Indien considèrent qu'il y a sans doute eu 2 grands mouvements d'Asie du Sud-Est vers Madagascar, au 3e ou 4e et au 8e siècle de notre ère, qui ont amené à plusieurs vagues migratoires. Alors ensuite, ces populations originaires d'Asie du Sud-Est se sont mélangées avec des populations venues un peu plus proches, mais c'est quand même pas tout près, de l'Afrique continentale. Puis ensuite, il y a eu d'autres apports indiens, arabes qui sont arrivés aussi. Mais enfin, la structure fondamentale de la société polynésienne, dans ses racines religieuses, dans ses pratiques agricoles, par exemple la riziculture, c'est une région de riziculture inondée, sont originaires d'Asie du Sud-Est. Donc si vous allez de Madagascar jusqu'à l'île de Pâques, et même probablement jusqu'en Amérique, puisque vous avez des liens, ce que la diffusion de l'arbre à pain montre, vous avez à peu près les 2/3 du tour de la Terre. Donc à côté, les quelques... mettons 2000 km à peu près qu'a pu parcourir Colomb, et encore avec des étapes aux Açores, c'est dérisoire par rapport à ça. Et les Polynésiens, ils ont bien fait comme Colomb à un moment donné, ils sont partis à l'aventure sans savoir exactement où ils allaient. Et je pense qu'une des grandes dates de l'histoire de l'humanité, c'est au tout début de notre ère. Ce n'est pas une date précise, c'est au 1er siècle de notre ère à peu près, où on a inventé la pirogue à balancier, la pirogue de haute mer, qui permet non plus de naviguer comme en Asie du Sud-Est ou en Micronésie, d'île en île, presque à vue, mais de pouvoir se lancer sur des milliers de kilomètres. Et dès qu'on avait les découvertes avaient été faites, eh bien, on savait où on allait. Et là, il y a une question que je me pose, et je pense que plein de gens se la posent, mais on sait que donc les Polynésiens voyageaient beaucoup, on sait que les Chinois allaient beaucoup en Afrique pour faire du commerce. Alors j'ai pas la période en tête, c'est vous l'historien, vous allez pouvoir me dire, mais ils voyageaient en Afrique et à aucun moment en fait les Chinois ont essayé d'envahir l'Afrique, et pourtant les Européens quand ils ont voyagé, ils ont voulu conquérir d'autres peuples, donc les Amériques, l'Afrique, et je me suis toujours posé la question de pourquoi ils n'ont pas juste fait du commerce comme tous les autres peuples en fait. Qu'est-ce qui s'est passé chez les Européens qui font que ils ont voulu conquérir et se mettre au centre justement. Alors on parlera de cartes aussi, mais vouloir se mettre au centre du monde comme ça. Alors, toutes les sociétés se mettent au centre du monde en général, mais bon, on reviendra sur la cartographie européenne, mais les Chinois en Afrique, c'est effectivement une vieille histoire. Donc on n'a pas attendu ces 10 dernières années pour avoir une présence commerciale chinoise en Afrique. Mais c'était une présence purement commerciale. C'est-à-dire que là, je faisais allusion au voyage vers Madagascar des Polynésiens. Il ne faut pas oublier que l'océan Indien, c'est la vraie Méditerranée. Je veux dire par là que c'est le vrai cœur des échanges des peuples de l'ancien monde depuis 3000 ans. La Méditerranée, au sens de notre mer Méditerranée, c'est le prolongement occidental de cette vaste zone d'échange dont les mers de Chine sont le prolongement oriental. Parce qu'il y a une raison d'ailleurs très simple, non seulement c'est au milieu des peuples denses d'Afrique, du Proche-Orient, du monde indien et de la Chine, mais c'est animé par les moussons, qui sont des vents de ce point de vue-là merveilleux parce que pendant tout l'hiver, ils soufflent d'est en ouest, ce sont d'ailleurs simplement des alizés, ce qui est très banal, mais l'été, par la configuration des terres et des mers, les phénomènes s'inversent, monsoon veut dire saison en arabe, et à ce moment-là, les bateaux peuvent aller, cette fois-ci, d'ouest en est. Donc, faire une navigation est-ouest, c'était très très simple, c'était connu depuis au moins 3000 ans, c'était pratiqué par des navires qui allaient en haute mer, ce qu'on appelle la navigation hauturière en haute mer, c'est-à-dire sans qu'on ne voit plus les côtes, qu'on ne cabote plus le long des côtes. C'est dans l'océan Indien, probablement entre l'Arabie et l'Inde, qu'on a les navigations les plus anciennes. Alors, les Chinois participaient à cette navigation, mais eux-mêmes, ils sont en marge de cet élément-là. Donc, c'était moins des acteurs chinois à proprement parler, les commerçants chinois, que des produits chinois. Ce qui fait que vous avez, par exemple, des faïences, et à partir du 7e siècle, cette forme de faïence particulière qui est la porcelaine, donc typiquement chinoise, qui se retrouve en Afrique, sur les côtes
sur le littoral. Évidemment, ça ne va pas très loin à l'intérieur des terres, de même que éventuellement d'autres objets métalliques, par exemple, d'objets dont on a pu avoir des traces archéologiques d'origine chinoise. Ce qui fait qu'il n'y a pas à proprement parler, ou rarement, de flotte chinoise. Ça arrivait que des bateaux chinois aillent dans l'actuelle Indonésie, en Insulinde, aillent voir jusqu'à Ceylan, mais rarement au-delà. Il y a une exception qui est devenue maintenant bien connue et que la Chine aime bien prendre comme symbole de sa mondialisation actuelle. C'est les voyages de celui qu'on appelle l'amiral Cheng He, qui se place entre 1407 et 1432, dans la première moitié du XVe siècle. Là, l'Empire Ming, qui venait juste de se constituer, se lance dans de grandes expéditions maritimes avec des moyens qui n'ont mais alors rien à voir avec ce que les Européens pourront faire. La flotte de colons, les 3 petits bateaux de son premier voyage, c'était 105 marins. Et c'est 50 ans après en plus. Voilà. C'est 50 ans après. Oui, c'est juste avant. Les Européens sont déjà en train de s'installer dans les îles de l'Atlantique Nord. Donc c'est tout à fait au même moment, c'est synchrone. Mais c'est dérisoire en chiffres, c'est ça? Comment ? C'est dérisoire en chiffres. Mais oui, c'est ça. Les voyages européens, au départ, sont dérisoires en chiffres. Et les voyages chinois se font avec des effectifs de 20 à 30 000 personnes et des centaines de navires. Donc, on a là quelque chose qui est à la mesure de ce qu'était la grande puissance de l'époque, qui était l'Empire chinois. Simplement, ces voyages ne sont pas de conquête. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne prennent pas leurs précautions. Il y a des troupes embarquées. Par exemple, ils s'intéressent à Ceylan à un moment et le roi du Sri Lanka résiste. Bon, on fait débarquer le corps de troupes et ils ont d'ailleurs ramené le roi comme une curiosité, comme on amène un souvenir touristique, comme ils ont ramené une girafe, par exemple, qui est un exemple très célèbre. Donc, vous avez ces expéditions, mais qui étaient plus pour une démonstration de force de la Chine. La Chine ne faisait pas de commerce extérieur. Il faudra même attendre le 19e siècle pour que l'idée de commerce, elle faisait des échanges qui étaient des dons de la magnificence impériale contre des tribus que l'on versait en reconnaissance. Alors évidemment, ça peut masquer du commerce, ça. Mais vous avez cette idée qu'il n'y avait pas égalité. Donc les Chinois ont des moyens. Ils avaient des moyens bien supérieurs aux Européens pour coloniser, s'ils avaient voulu, mais ça ne les intéressait pas. Et même, ça aurait inquiété le pouvoir chinois. On le voit très bien d'ailleurs quand ils arrêtent en 1432, c'est que y a un risque, effectivement, que s'établissent des sortes de protectorats qui pourraient échapper au pouvoir chinois. C'est difficile de contrôler le lointain. Donc, c'est comme la difficulté aujourd'hui pour les entreprises chinoises de devenir des multinationales qui échapperaient un peu au pouvoir du parti chinois. Donc, vous avez là quelque chose qui fait que les Chinois ont pas voulu longtemps faire ces expéditions, qui étaient malgré tout très coûteuses. Or, ça dispersait des forces, et le problème essentiel de la Chine n'est pas l'outre-mer, c'est les steppes et les cavaliers des steppes et les Mongols. Enfin, ça, c'était le danger essentiel de contenir derrière la Grande Muraille, ce qui pourrait être mortel pour la Chine. Donc là, la Chine n'avait pas de raison particulière. Enfin, pour elle, c'était un coût et un inconvénient. Ce que ça sera d'ailleurs pour les Européens. Il y a toujours eu en Europe, jusqu'aux colonisations du XXe siècle, l'idée que tout ça était très coûteux et pas très utile. Mais surtout, pour les Chinois, c'était pas un besoin. Parce que ce qui va faire partir les Européens, et là je réponds à votre question principale, ce qui va faire partir les Européens, c'est d'aller se procurer ce qu'ils n'ont pas chez eux. Or, en Chine, en gros, ils avaient l'essentiel des productions, et en particulier des productions de biens tropicaux, de plantes qui ne pouvaient pousser que sous les tropiques. Par exemple, des choses qui intéresseront ultérieurement les Européens, comme le thé ou le sucre, les Chinois en cultivaient dans le sud de la Chine, qui est soumise aux moussons, qui a un climat subtropical, tandis que l'Europe, elle a cette particularité d'être au nord de la Méditerranée, dans des régions où il y a de l'hiver, où il y a éventuellement, mais une partie de l'Europe, ça peut être long et froid. Donc, les Européens ont toujours, depuis le Haut Moyen-Âge, mais avant eux, les Romains, ce qui n'est pas la même chose, recherché des biens tropicaux lointains qu'on a appelés au Moyen-Âge les épices. Et parmi ces épices, il y a quelque chose qui a beaucoup intéressé les Européens, parce que ça correspond à des besoins physiologiques, c'est le sucre. Et le seul sucre que l'on savait faire à l'époque, en dehors bien sûr du miel, c'était le sucre de canne. Alors le sucre de canne, c'est quelque chose qui a été domestiqué par les Indiens dans le premier millénaire avant notre ère. C'est là qu'on a inventé même la plantation.
elle était esclavagiste, mais à l'époque, toutes les grandes productions étaient esclavagistes. Elle était de grande quantité, en grande taille, parce que pour pouvoir faire du sucre, il faut des installations quasi proto-industrielles. L'expression sera souvent employée pour les plantations, centrées sur des gros moulins pour pouvoir broyer une grande quantité de canne très très vite, parce que sous climat tropical, ces plantes gorgées d'eau pourrissent très vite. Mmh. Donc, il faut faire de la production de masse. Le sucre a toujours été, en dehors de phénomènes marginaux, on peut avoir de la canne dans son jardin, mais ça ne donne pas lieu à grande commercialisation. Mais pour le sucre, ça a toujours été un produit de grande plantation, en Inde d'abord, puis par diffusion en Iran, dans la Mésopotamie, puis dans la vallée du Nil. Et c'est là que les Européens rencontrent le sucre au moment des croisades. Ils y prennent sacrément goût. Par exemple, au XVe siècle, se développe une passion, celle des confitures en Europe, fruits et sucre. Cette passion est une passion extrêmement coûteuse, parce que le sucre, il vient de loin, il ne pousse pas en Europe. Alors, les Européens ont essayé, ça marchait pas. Et ils ont essayé de conquérir des petites îles comme à Chypre ou à Malte, de faire pousser du sucre, mais c'est marginal. Et au XVe siècle, ils se sont emparés d'îles qu'on connaissait, mais qui n'avaient aucun intérêt parce qu'elles étaient loin, difficiles d'accès, il y avait rien de particulier à y faire, comme les Açores, comme Madère, comme les Canaries, qui étaient bien connus, parce que là c'est au large du Maroc, comme les îles du Cap-Vert. Et les Européens s'en sont emparés, ont éliminé pour les Canaries les populations qui existaient, et ils y ont fait pousser du sucre. C'est fondamentalement ça. Ce qui fait que ces îles ont fourni du sucre dont l'Europe ne cessait de voir la demande augmenter, mais cette quantité de sucre n'était pas suffisante par rapport à cette demande. Ce qui fait que le voyage de Colomb n'est pas au départ pour chercher du sucre. Il s'agit simplement d'atteindre la Chine. C'est vraiment ce que Colomb prétend, que c'est pas loin, la Chine, c'est de l'autre côté vers l'ouest, on atteint la Chine sans problème. Il faisait des calculs complètement faux. Les savants qui lui disaient qu'il allait se planter avaient parfaitement raison. Mais ce qu'on savait pas, c'est qu'il y avait quelque chose entre l'Europe et la Chine. Ça s'appelle l'Amérique. Enfin, ça s'est appelé en 1507 l'Amérique. Et donc, Colomb, lorsqu'il est revenu de son premier voyage, donc entre 1493, les rois catholiques qui avaient financé son premier voyage très modeste, avec de très modestes moyens, lui ont demandé « est-ce qu'il y a de l'or ?» Première question. Les Européens avaient utilisé tout leur or pour acheter justement ces épices, ces produits qu'ils n'avaient pas. Et deuxième question, est-ce qu'il y a du sucre ? Alors l'or, Colomb a triché un peu, il a dit oui, il y en a. Enfin, bon, il avait un peu anticipé. Et le sucre, il a dit ah non, je ne sais pas. Mais dans son deuxième voyage, à la fin de l'année 1493, dans les cales des Caravelles, il y a des plants de canne à sucre. Et aux Antilles, ça pousse. Donc, effectivement, on va avoir très rapidement, au XVIe siècle, des plantations de canne à sucre en Amérique. D'accord. C'est fou parce qu'en fait, c'est pas forcément l'idée qu'on en a. Enfin, en tout cas, même moi dont la mer vient des Antilles, je pensais que la canne à sucre avait poussé là-bas. Donc, oui, comme le cocotier peut-être aussi. Mais vous savez, en Afrique noire, il est très difficile de dire que le manioc vient d'Amérique. Personne ne vous croit. Je ne savais pas non plus. Ah non, je ne me souviens plus quel est l'écrivain qui se dit bourguignon, parce qu'il vit en Bourgogne, mais qui est originaire d'Afrique, et qui avait écrit... je suis africain, pourtant je ne mange pas de manioc. Voilà, j'aime pas le manioc. Je suis africain, mais j'aime pas le manioc. Ben oui, c'est assimilé, vous voyez, cette idée. Non, le manioc est une plante qui vient d'Amazonie. Et de même, autre exemple où on est surpris parce qu'on croit que c'est de toute éternité, le piment, qui est à la base de beaucoup de curry indien, enfin la nourriture indienne est souvent assez hot, le piment est mexicain. Et évidemment, au XVe siècle, il n'y avait aucun piment en Inde et aucun manioc en Afrique. Alors ça a pris très vite, hein. Dès le XVIe siècle, le manioc est cultivé en Afrique par l'intermédiaire des Européens, mais ça s'est diffusé très vite. Même chose pour le piment en Inde. Et alors, on parlait tout à l'heure de la centralité de l'Europe sur les cartes, et vous disiez, on a toujours tendance à se mettre au centre. Simplement, nous, les cartes qu'on connaît ici, elles sont forcément européennes. Alors, non seulement elles sont forcément européennes, mais les Européens ont pas imposé, mais en fait diffuser leur cartographie, qui fait que c'est devenu la carte de base, en tout cas jusque dans les années 1960-70, des cartographies mondiales. Je donne un exemple amusant.
il n'y a pas très longtemps, je discutais avec une cartographe argentine, spécialiste de manuels scolaires. Partant de cette idée qu'au fond, on a tendance à se mettre un peu au centre de notre référence, je lui ai dit, mais comment sont les cartes argentines dans les manuels scolaires? Et elle m'a répondu par un adjectif qui m'a beaucoup plu, mais ce sont des cartes normales. Alors effectivement, je trouvais curieux que l'Argentine se mette en bas et à droite. Il y a une carte qui est devenue très célèbre, et même qui est une carte postale aujourd'hui, si vous allez en Australie. C'est une carte qui a été inventée en 1979, qui présente l'Australie au centre du monde. C'est-à-dire que c'est une carte tout à fait habituelle, ce qu'on appelle le Mercator comme projection, enfin, peu importe, mais une carte à l'européenne, sauf qu'au lieu d'avoir l'Europe en haut et au milieu, c'est l'Australie. Et ce qui est formidable, c'est que les manuels scolaires, j'aime bien des exemples français, mais c'est vrai dans d'autres pays d'Europe, qui au début du XXe siècle disaient, mais au fond, les Européens sont au centre du monde, regardez la carte. Effectivement, mais ils s'étaient mis eux-mêmes au centre du monde. Et l'Australie, dans la carte que j'évoque, elle est au centre et vous avez toute une couronne de pays tout autour, de l'Amérique à l'Afrique, qui entoure l'Australie. Et l'Australie est au centre du monde. Donc c'est une décision qu'on prend qui est complètement arbitraire en fait. Faut pas oublier que une sphère a une surface et qui a cette particularité d'avoir une superficie limitée, mais sans bord. Il n'y a pas de bord à une sphère. Donc quand vous mettez une carte à plat, ce qu'on appelle un planisphère, eh bien nécessairement vous faites un coup de force, vous créez des bords. Et si vous créez des bords, vous créez un milieu aussi. Donc, toute carte peut être... vous pouvez mettre n'importe quel point du globe au milieu et il se trouvera au centre des terres. Hein. Ça marchera très bien. L'exemple le plus net, c'est qu'il y a une cartographie tout aussi ancienne techniquement que celle des Européens, qui remonte aux Grecs, si vous voulez, qui eux-mêmes devaient remonter aux Égyptiens. Mais il y a une cartographie chinoise qui a les mêmes compétences techniques que celles des grands cartographes grecs antiques. Mais évidemment, ils mettent au milieu l'Empire du Milieu. Ce qui est le nom de la Chine, d'ailleurs. Ils mettent la Chine au milieu. Et ces gens fort habiles qui étaient les jésuites, qui ont été les premiers à dialoguer véritablement avec les Chinois au début du XVIIe siècle, eh bien, ils ont introduit la cartographie européenne, le planisphère européin. Et très habilement, ils ont fait un planisphère avec la Chine, le méridien chinois, si vous voulez, au milieu, ce qui fait que l'Europe est à gauche dans la carte et l'Amérique est à droite. Logique. Bah oui, alors la carte normale de mon Argentine de tout à l'heure, c'est simplement une habitude eurocentrée. Oui, parce que c'est des Européens. Enfin, ils viennent d'Europe quelque part. Oui, aussi. Que les Européens se soient mis au milieu, s'ils ont fait comme tout le monde. Enfin, ça n'a rien d'extraordinaire. Il faut vraiment se sentir dépendant d'un passé, d'une société dont on procède, pour se décaler vers l'Est ou vers l'Ouest. Par exemple, le Japon est le pays du soleil levant. Parce qu'il se dit explicitement donc à l'Est. Mais parce que le pôle pour les Japonais est évidemment la Chine. C'est de là d'où vient le riz, le bouddhisme, l'écriture, les techniques, toutes les techniques sociales que vont utiliser les Japonais dans leur histoire viennent de Chine. Donc c'est un pays de l'Est. Le matin calme, le nom de la Corée, le pays du matin calme, c'est pareil. C'est des pays de l'Est, mais de l'Est de la Chine. C'était là, je me pensais. Donc, rien d'extraordinaire à ce que les cartes soient centrées sur l'Europe et qu'elles soient vues ainsi dans le monde entier du XVIe, au moment où se codifie bien la cartographie européenne, jusqu'au milieu du XXe siècle. Parce que à ce moment-là, l'Europe était bien au centre du monde. C'est l'Europe qui tisse le monde, en créant ses routes maritimes, en reliant, en colonisant. Et donc, cet impérialisme colonial, commercial et même militaire, eh bien, se superpose effectivement un colonialisme intellectuel, qui est celui de cette planisphère normale. Rien d'étonnant non plus, je termine. Non, mais je suis passionné. Non plus, parce que justement, ce soit paroles. dans les années 1970 que cette carte commence à craquer. Vous voyez, je vous citais la carte australienne qui met l'Australie au centre de 1979. C'est à ce moment-là aussi que se développent des cartes qui vont être centrées sur la Russie, sur le monde arabe, que se développent également des planisphères où on a l'impression que l'Afrique ou l'Amérique sont extrêmement étirées. C'est difficile à la radio de décrire une carte, mais on a souvenir, parce que c'est plus tout à fait à la mode, mais cela a été beaucoup dans les années 80-90, de cartes où on voit l'Afrique extrêmement maigre et très longue. Alors, ce sont des cartes qui sont techniquement les mêmes que les autres, sauf que quand on fait
qu'on appelle une projection Mercator, c'est-à-dire qu'on met les méridiens tous parallèles les uns aux autres. Alors, ils sont bien perpendiculaires tous à l'équateur, mais évidemment, ils se rejoignent tous au pôle, ce qui est impossible à représenter à plat, des parallèles qui se rejoignent. Donc, on fait une carte où les hautes latitudes sont plus développées, sont gonflées, si vous voulez, par rapport aux basses latitudes. Par exemple, sur ce type de planisphère, la France et l'Inde ont la même taille. Or, l'Inde, c'est 7 fois la France en superficie. Donc, les cartes qu'on voit dans les manuels scolaires, en fait. Alors, non, les manuels ont fait des progrès. Mais les cartes qu'on voyait dans les manuels scolaires pendant longtemps. Oui, je suis tout à fait d'accord. Donc, on avait fait ces cartes qui rectifiaient la superficie. Mais si vous modifiez la superficie, vous transformez la forme. C'est toujours compliqué, il n'y a pas de bon planisphère. On est toujours dans ce genre de difficultés. Donc, à ce moment-là, on avait justement ce souci qu'on a appelé tiers-mondiste ultérieurement, de ne pas sous-estimer la superficie et donc le poids politique des régions intertropicales. Donc c'est vers 1980 qu'on voit une floraison de planisphères. Comme je viens de publier un atlas, on m'a plusieurs fois dit, mais votre atlas, aujourd'hui, ça doit signifier quelque chose qu'il ait du succès, parce que ça nous rappelle l'atlas stratégique qu'avait fait Gérard Chaliand en 1983. C'était un petit atlas qui avait simplement le mérite de montrer le monde centré sur la Chine, centré sur les États-Unis, centré sur le monde arabe, de faire des cartographies simplement un peu différentes. Mais c'est ce moment qui correspond exactement où s'impose dans notre vocabulaire le mot mondialisation. Il est entré dans le Petit Larousse en 1980. Ça correspond au moment où il y a eu les crises pétrolières, où il y a un certain nombre de difficultés de commerce international, et où, si j'ose dire, on se rend compte chez les vieux occidentaux riches, et au Japon, qu'on n'est pas seul au monde. Et qu'il y a d'autres qui ne sont pas seulement des nous en retard, des envois de développement, pour reprendre une expression de l'époque. C'est d'ailleurs exactement aussi en 1980 que s'impose une autre expression qui n'hiérarchise pas en riche et pauvre, mais qui le signifie, qui est nord-sud. Et on dit nord-sud, le sud, au lieu de dire les tiers-mondes ou des pays sous-développés. Ce changement de vocabulaire, ça correspond effectivement au moment où on pense le monde différemment. Et d'ailleurs, que c'est plus du tout dans la réalité. Enfin, économique, en tout cas. Que la pauvreté reste en particulier dans des régions qui héritent de ce goût que les Européens ont eu pour les produits tropicaux. Oui, justement, les régions aujourd'hui, si vous regardez une carte économique de PIB par tête, une carte simplette certes, mais enfin qui donne quand même un indicateur fort, les régions entre les tropiques restent majoritairement pauvres. Alors aujourd'hui, c'est vrai que ça s'atténue, ça se diversifie. On a les émergents, comme on dit. Mais enfin, des masses pauvres en Inde, pour pourtant prendre un émergent, alors a fortiori en Afrique subsaharienne, mais même si vous prenez l'Amérique, les populations sont plus riches, évidemment au nord, États-Unis, Canada, mais même au sud, Chili, Argentine, Uruguay, mais même le sud du Brésil, que en Colombie, dans les pays d'Amérique centrale ou dans les Antilles. Et alors du coup, j'avais deux questions, parce que la première que je voulais poser, c'était comment l'histoire explique la vie contemporaine, mais là, la question que j'ai, c'est comme le Sapiens, il vient de cette zone subsaharienne, et c'est là où il est le mieux, en fait. Comment ça se fait que c'est les zones qui soient les plus pauvres aujourd'hui ? Enfin, comment on l'explique historiquement ? L'apparition de Sapiens, dont on ne cesse d'ailleurs aujourd'hui de faire des découvertes archéologiques nous montrant que c'est dans beaucoup de lieux d'Afrique différents, puisqu'on a trouvé des Sapiens même en Afrique du Nord, a fortiori en Afrique du Sud. Donc je parle de 200 000 ans. Oui. Donc vous avez des phénomènes qui n'ont pas qui sont à une échelle de temps qu'il faut compter en plusieurs dizaines de milliers d'années, rien à voir avec ces processus, puisque cette divergence entre nord et sud, c'est au moment où les Européens s'emparent de terres tropicales, c'est donc à partir du XVIe siècle, c'est pas avant. Et ça se concrétise vraiment au XVIIIe siècle. Donc c'est une histoire courte, ce que je vous raconte, cette histoire nord-sud. Courte à mon échelle de temps géohistorique habituelle, c'est-à-dire en millénaire. Mais autrement, ce qui est un fait frappant, c'est que j'aime bien montrer un planisphère des sociétés il y a 2000 ans. Il y a des régions, certainement, techniquement, qui maîtrisent plus de choses que d'autres, qui sont généralement des régions plus denses. En gros, c'est ça. Plus il y a de monde, plus il y a de chances d'innovation. Mais il n'y a pas une hiérarchie
qui est de l'ordre de ce que l'on a aujourd'hui. Et même encore au XVe siècle, ce serait très très net. L'opposition riche-pauvre, elle existe. Il y a des gens très riches, il y a des gens très pauvres. Mais elle est locale, si j'ose dire. Les pauvres paysans des rizières chinoises, parce que là, la rizière, c'est le truc le plus consommateur de travail qu'on ait jamais inventé, le plus terrible au point de vue social. Donc, les paysans dans les rizières chinoises, les serfs des maîtres européens, les paysans africains ou aztèques, ils sont pauvres. Il y a des famines régulières, des degrés divers, il y a des évolutions techniques, enfin en gros, et il y a des riches, qui soient en Iran, en Chine, en Europe ou au Mexique. Dire que les Aztèques sont plus ou moins riches que les Chinois, qui seraient plus ou moins riches que les Ottomans ou l'Empire du Mali, non, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas une hiérarchie parce qu'il n'y a pas véritablement un tissu mondial avec des échanges qui vont créer de l'inégalité entre riches et pauvres. C'est seulement à partir du moment où il y a une vraie mondialisation à l'échelle globale, donc à partir du XVIe siècle, discrètement, au XVIe, mais à partir du XVIIIe plus massivement, que là, il se crée une différenciation entre plus riches et plus pauvres. Et là, les régions intertropicales perdent, et en particulier l'Afrique, parce que justement, c'est eux qui ont fourni la main-d'œuvre. Donc, ils ont été largement saignés par les traites, ils vont être exportateurs, et les derniers colonisés en plus, donc une histoire qui les défavorise considérablement. Et justement, j'aimerais bien qu'on revienne à cette histoire d'esclavagisme, on en a parlé un tout petit peu au début. En fait, donc esclave, ça vient du mot slave, donc à la base c'était des blancs, les esclaves, si je me trompe pas trop. Est-ce que vous pouvez reprendre cette histoire de l'esclavagisme, comment ça s'est fait? De mémoire, ça a toujours plus ou moins existé, mais c'était plutôt le monde arabe. Ou je me trompe peut-être, moi je suis pas historien. Alors le monde arabe, c'est pour les traites noires, les traites négrières, comme on dit. Oui, d'abord, l'idée de base, c'est que les hiérarchies à l'intérieur des groupes, alors je remonterai pas au paléolithique, groupes de chasseurs-cueilleurs, ce qui ne veut pas dire que les rapports étaient forcément égalitaires à l'intérieur de ces groupes, mais en particulier entre hommes et femmes. Mais on peut en parler aussi. Oui, c'est quand même une inégalité fondamentale et largement, je dis pas largement partagée, je dirais quasi universelle jusqu'à aujourd'hui, mais avec des formes très diverses. Mais les inégalités de statut social sont générales. En particulier dans les mondes agricoles où on a besoin de main-d'œuvre et qu'il faut contrôler cette main-d'œuvre. En particulier dès qu'il y a des structures un peu denses qui vont générer des États. Ça commence très très tôt en Mésopotamie, il y a 7-8 000 ans, mais très vite dans les plaines du nord de la Chine, dans des régions du sud, les régions littorales du Mexique. Enfin, vous avez des régions où on va cultiver. Vous avez des populations qui vont être dominées pour travailler pour des gens qui vont contrôler la terre, ou plutôt contrôler les hommes qui travaillent la terre. Alors, le mot esclave, de ce point de vue-là, correspond à ce type de situation, même s'il prend des formes extrêmement variées. Par exemple, on aime bien raconter, dans une vision qui est un peu d'un progrès, ça c'est une vision que les Européens se sont beaucoup racontés eux-mêmes, que l'esclavage c'était l'Antiquité, mais que à partir, et l'Église a bien récupéré ça, à partir de la christianisation, on passe au servage. Alors, la différence entre l'esclavage et le servage, c'est tout à fait discutable. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, les historiens de la Russie, où il y a eu des serfs, du servage, dans la seconde moitié du 19e siècle, l'abolition définitive du servage. Ce qui étaient des gens attachés à la terre, dont les maîtres, les propriétaires terriens, étaient propriétaires des âmes, comme on disait. Donc, c'était la même situation que la plupart des esclaves qu'on a pu voir. Donc, c'est la forme la plus historique, la plus générale de domination dans des sociétés agraires que l'on a pu rencontrer. Il se trouve que c'est dans bien des cas, on a des problèmes d'alimentation démographique. D'abord, dans les régions urbanisées, les villes jusqu'au XXe siècle sont des mouroirs. C'est-à-dire, on meurt beaucoup plus en ville qu'à la campagne. Donc, les villes n'existent que par alimentation, par exode rural, on pourrait dire. Mais surtout, pour les campagnes, on a besoin de population pour travailler. Plus des besoins de populations spécialisées. Il y a un cas qui est bien connu, c'est celui des mercenaires, c'est-à-dire tout pouvoir a tout intérêt à avoir à sa solde des gens qui ne sont pas insérés dans la société
qui viennent de loin, qui ne parlent même pas forcément la langue locale, mais qui ne dépendent que d'eux, qui les nourrit, les paye, et ils sont prêts à ce moment-là à taper sur la population locale si nécessaire et à contrer des ennemis extérieurs si nécessaire aussi, des mercenaires. Donc beaucoup de sociétés chinoises, iraniennes, indiennes, arabes, européennes ont des armées mercenaires et les font venir à partir d'esclaves. Enfin, de populations qui viennent de loin. Donc, dans le monde méditerranéen antique, et même jusqu'en Inde, ces populations venaient d'abord du nord. Parce que la barrière saharienne faisait que la circulation était quand même difficile. Il ne faut pas oublier que le Sahara ne cesse de se désertifier depuis 5000 ans. Donc on circulait, on vivait même beaucoup plus au Sahara en 3000 avant notre ère, puis depuis ça se désertifie. Donc il y a une barrière au commerce, mais aussi à ce commerce, ou à ces migrations particulières, au commerce des hommes, mais qui sont aussi parfois des mouvements volontaires de population. On voit bien, c'est toujours aujourd'hui un problème de passer le Sahara pour les migrants. Le problème essentiel est moins le climat que les contrôles, les exploitations dont ils sont l'objet. Mais vous avez ce phénomène qui se produit dans le monde romain. L'Empire romain a constamment besoin d'attirer des populations pour pouvoir maintenir son potentiel global de population. Et ces populations viennent peu du sud et beaucoup du nord. Donc du monde germanique, et puis surtout de ces peuples encore moins structurés, plus sauvages, auraient dit ces gens de pays d'agriculteurs. Sauvage, ça vient de selva, c'est la forêt, c'est les gens qui vivent dans la forêt, qui sont le nord. Donc ce qui fait que les populations qu'on appelle slaves ont longtemps été les fournisseurs de migrants, et de migrants souvent involontaires, donc d'esclaves, des mondes méditerranéens, qui soient ensuite devenus chrétiens ou qui soient plus tard devenus musulmans. Dans les deux cas, vous avez ce phénomène. Sauf qu'avec la christianisation de l'Europe progressive et de l'intégration du monde russe, en tout cas petit à petit du monde slave à ce monde chrétien, ces phénomènes se sont taris. Enfin, taris relativement, parce que au Mashrek, dans tout le Moyen-Orient, les flux d'esclaves jusqu'au XIXe siècle venus du Caucase, venus de l'Asie centrale, vont continuer. Donc, y compris, alors les Européens ont avaient des fantasmes qu'ils ont beaucoup investi sur les harems, donc les circassiennes, comme on disait, les belles slaves qui étaient appréciées pour leur blondeur ou leur rousseur dans ces harems. C'est plus l'imaginaire européen de ces vieux messieurs corsetés qui projetaient. Ça faisait des jolis tableaux où on pouvait s'autoriser de montrer des nus. Il y en a plein Orsay. Mais c'était pas tout à fait faux. Et c'est vrai que vous aviez de ce type mais c'était marginal. L'essentiel des trafics humains étaient des travailleurs, tout simplement. Et ces travailleurs, ils venaient de plus en plus d'Afrique noire parce que ça s'est avéré un réservoir extrêmement énorme. Donc, les premières traites négrières remontent au moins au 7e siècle de notre ère, vers le Proche-Orient, et se sont beaucoup diffusées à travers l'axe commercial principal, c'est-à-dire l'océan Indien, comme je le disais tout à l'heure. Mais on a trafiqué toutes les marchandises, à commencer par les hommes. Donc des esclaves noirs, vous en avez dans le monde arabe, bien sûr, mais en Iran, en Inde, aujourd'hui au Pakistan, il y a des groupes ethniques qui, si tant est que je puisse employer cette expression coloniale, il y a des groupes identifiés comme différents, dont la peau est beaucoup plus foncée et qui ont effectivement un patrimoine génétique en partie africain, qui représente des régions où on avait sans doute fait des plantations avec pas mal d'esclaves noirs. Et ça allait jusqu'en Chine. Il y avait, sous les Tang, donc au 7e, 8e siècle de notre ère, il y avait des esclaves noirs en Chine, exactement comme on représente à Venise, vous savez, des serviteurs sont souvent des noirs, parce que c'était chic d'avoir de ce type de personnel particulier. Donc on a la même chose en Chine. Donc c'est un phénomène où ce qui se passe en Méditerranée ou ce qui se passe dans l'océan Indien, c'est tout à fait semblable. Donc il y a une position périphérique de l'Afrique noire, qui est un malheur, une malédiction, mais purement géographique cette fois-ci, de position, qui fait que ces peuples étaient autonomisés à cause de la barrière saharienne ou de l'océan Indien, et ensuite ont pu servir de réservoir de main-d'œuvre qui n'était négociés sur les côtes, c'est-à-dire que c'était des trafics internes à l'Afrique qui aboutissaient sur les littoraux à la vente d'esclaves à destination
tous les pays de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Asie. Les Européens n'ont fait que s'intégrer, reprendre cette pratique, ce qui ne l'excuse en rien, bien sûr. Ça reste quand même quelque chose d'horrible. Mais en reprenant cette pratique dans leurs plantations du sud de l'Espagne, puis des îles du nord de l'Atlantique que j'évoquais, et ensuite, dès 1507, les premiers esclaves noirs passent en Amérique, parce que les Amérindiens qui sont touchés par les maladies venues de l'Ancien Monde, qui meurent comme des mouches, ça aussi c'est une chose qu'on oublie un peu, mais la plus grande catastrophe démographique de l'histoire de l'humanité, ça a été la conquête de l'Amérique par les microbes, les bacilles, les virus de l'Ancien Monde. Et ce sont les Européens qui les ont amenés, mais ça aurait été des Turcs ou des Chinois, ça aurait été les mêmes microbes. Ils partageaient au départ le même bassin épidémiologique. Donc la population s'est effondrée. Ils n'ont pas pu faire ce qui aurait été de loin le plus simple pour les colons espagnols, de faire travailler les locaux, mais ça marchait pas. Les Européens qu'ils ont amenés pour les exploiter, car il y avait des pauvres Européens qui étaient les premiers exploités, là aussi, ce qu'on appelait les engagés, ils sont morts comme des mouches sous les tropiques. Donc on a utilisé une population traditionnelle pour les plantations, qui étaient des esclaves venus d'Afrique noire. C'est resté quelque chose de relativement modeste, ça restait quand même de l'ordre de 1 à 2 millions de personnes sur les 16e, 17e siècles, mais ça a explosé au 18e et au début du 19e, là où le niveau de vie européen a amené une consommation de masse de produits tropicaux, et donc la nécessité d'une production de masse dans les plantations tropicales. C'est vrai pour le sucre que j'évoquais, pour le thé, le café, le cacao, dont les Européens sont devenus friands, et aussi pour le coton. Quand on pense aux plantations du sud des États-Unis, les plantations de Autant n'emporte le vent, Tara, je crois qu'elle s'appelle, la plantation de Scarlett O'Hara, ces grandes plantations cotonnières n'ont de sens que parce qu'il y a l'industrie cotonnière qui s'est développée dans le Lancashire anglais. La révolution industrielle, c'est d'abord une révolution textile au départ. Même chose dans le nord de la France ou dans les Flandres ou dans les Vosges, enfin dans les régions où on produit du coton, qui était à l'origine un produit tropical, le tissu lui-même importé de l'Inde, les indiennes, comme on disait au XVIIIe, et que les Européens se sont mis à fabriquer, mais pour ça, il fallait des plantations. Donc vous avez quelque chose qui construit le nord et le sud, qui se met en place à partir du XVIIIe siècle européen, et qui est très visible au moment où on invente l'expression tiers-monde au milieu du XXe siècle. Et du coup, cette construction sociale qui est un peu partout partagée, j'ai l'association, enfin pas en Afrique, mais et encore que ils se blanchissent la peau, mais que le noir est inférieur au blanc, ou en tout cas il y a quand même cette construction sociale un peu partout, et c'est vrai qu'on voit en Afrique malheureusement des gens qui se blanchissent la peau, mais en Chine on a le même phénomène. Débrider les yeux. Ouais, alors il y a aussi débrider les yeux, effectivement. Pourquoi, en fait, d'où ça vient ces histoires d'abord, c'est pas si ancien tout ça. J'imagine que c'est récent. C'est pas si ancien, ça correspond effectivement fondamentalement à une justification de l'esclavagisme qu'on vient d'évoquer. Quand il arrive, on n'a pas de texte antique qui nous donne des descriptions très précises, parce que au fond, Platon ou Socrate, quand ils parlent de gens pour la couleur de leur peau, ils s'en fichent. Ça n'a pas grande importance. On connaît les Noirs dans le monde méditerranéen par l'Égypte. Parce que comme l'Égypte, elle, franchit le Sahara, si j'ose dire, par la vallée du Nil, donc il y a des Nubiens qui peuvent au départ être des esclaves rasiés, et en particulier des mercenaires, des militaires, mais il arrive souvent que les militaires finissent par prendre le pouvoir. Et on a des pharaons noirs. D'ailleurs, depuis Cheikh Anta Diop, en Afrique noire actuelle, ça a été l'objet d'une espèce de fierté, enfin de volonté de montrer que l'Égypte était en Afrique, d'ailleurs, ce qui est un enjeu intellectuel. Mais vous avez néanmoins le fait donc qu'on connaisse éventuellement des Noirs à Rome ou à Athènes. Il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de dévalorisation. Ils sont pas grecs parce que s'ils apprennent le grec, ils deviennent grecs comme les autres. C'est pas le problème. À la limite, là où on a des textes chez Hérodote qui nous disent il y a des gens pas beaux, des gens pas inférieurs, c'est les grands blonds roux. C'est plutôt les Slaves, justement, ou les Scandinaves. Enfin, ça, ils les aiment pas. Ça, visiblement, ils les trouvent très laids. Donc, ça serait plutôt ça, si on veut. Mais c'est marginal, hein. Ouais. L'homme normal pour un Athénien ou un Romain, c'est un petit brun méditerranéen, quoi. Ouais. Voilà. Bon. Donc, mais bon, pour un Chinois, c'est l'homme moyen. Mais vous avez là, néanmoins, pas une construction biologique
des oppositions. Il y a les civilisés, les Grecs, si vous voulez, et il y a les barbares. C'est un mot grec, barbare. Mais c'est une construction sociale, c'est-à-dire barbaros, ça veut dire blablater. Enfin, celui qui parle pas grec. Ouais. Il parle un truc, un sabir incompréhensible. Bon. Mais dès qu'on apprend le grec, on devient hellénisé, on devient civilisé. C'est-à-dire l'homme de la cité, qui witte. Donc c'est quelque chose qui fondamentalement n'a pas de sens tant que se construisent pas les traites négrières. C'est-à-dire qu'avec les traites négrières, il y a quand même un problème de conscience à partir du moment, en particulier dans les religions monothéistes. Donc on a cherché à les justifier. Alors, précisément pour les traites négrières, il y a un truc, en tordant le texte de de la Genèse biblique, vous avez un épisode dans la Genèse qui est ce qu'on appelle la malédiction de Cham. C'est-à-dire que dans l'histoire du déluge, à la fin, Noé revient sur Terre, si j'ose dire. L'eau, on ne sait pas où elle part, mais enfin, l'eau s'évacue. Il arrive sur le mont Ararat, et là, il va reconstruire la société, si on peut dire. C'est-à-dire, entre autres, on considère que Noé est le père de l'agriculture. Ce qui n'est pas sans importance, parce que ça veut dire qu'il va planter la première vigne, et donc faire la première vinification, et de ce fait, prendre la première cuite. Bon, on ne peut pas lui en vouloir, patriarche, il ne savait pas. Mais en même temps, c'est le moment où, à partir de Noé, car nous sommes, si on croit à la Genèse, bien sûr, tous descendants de Noé, c'est il a 3 fils, qui vont repeupler la terre en partant dans 3 directions différentes, et donc en faisant au fond 3 familles d'hommes. Jusqu'au 19e, on n'avait aucun scrupule à dire 3 races d'hommes. Mais ça voulait dire des grandes familles. Ça n'y avait pas forcément de hiérarchie là derrière. Alors, la Bible ne nous dit pas dans quelle direction ils partent, mais nous donne des noms de lieux. Les noms de lieux, voir lequel par l'aîné, qui est Sem, dont on fera le mot sémite, mais au XVIIIe siècle. Sem, il part vers la Mésopotamie. Il y a des noms de lieux que les Grecs, puis ensuite d'ailleurs les pères de l'Église, pouvaient reconnaître comme des noms irakiens, aujourd'hui. Le cadet part vers l'Anatolie, la Turquie. Donc il y a des noms qu'on peut identifier un peu comme hittites. Et puis le petit dernier, Cham, part vers l'Égypte, donc vers le sud, lui, cette fois-ci. Et c'est un tout petit monde, c'est le Mashrek, en gros. Mais c'est le monde de la Bible. Donc vous avez ces 3 personnes, et si je croise avec l'histoire de l'invention de la vigne, enfin du vin, et de la cuite de Noé, le petit dernier, Cham, se moque de son père qu'il a vu dénudé parce qu'il dormait d'un sommeil d'ivrogne. Et à son réveil, ce qui laisse supposer que les 2 aînés, Sem et Japheth, avaient raconté au père, enfin les aînés, ils aiment bien cafeter, donc le petit dernier va être, alors non pas lui-même, mais c'est son fils, maudit par le patriarche et condamné à être les serviteurs de ses oncles. De Sem et de Japheth. Voilà, c'est tout. Les exégètes se cassent la tête sur ce truc-là, c'est mystérieux, c'est difficile à expliquer. Mais la malédiction de Cham, condamné à être le serviteur, a pu être interprétée en se disant, mais oui, si l'Africain, puisqu'on va dire que celui qui part en Égypte, c'est l'Africain, si l'Africain est maudit et condamné à servir les 2 autres, ça justifie la traite négrière. Ce qui fait même que dans l'imaginaire européen, on a fini par noircir, c'est-à-dire à dire que la malédiction se traduisait par la couleur de la peau. Il y en a une traduction, puisque Noël approche, et donc les rois mages. Il y en a une traduction que dans notre imaginaire, ou notre imagerie d'ailleurs plutôt, c'est nos 3 rois mages. Car au Moyen-Âge, les Européens, les chrétiens latins, vont assimiler les 3 rois mages, qui sont dans le texte de Matthieu ni roi ni mage, mais enfin bon, c'est les Byzantins qui ont transformé ça, qui leur ont donné des noms, Balthazar, Melchior. Bon, mais ces 3 rois mages sont au départ dans toute l'iconographie tous blancs. Et au XIVe siècle en Europe, le 3e va devenir l'Afrique. Le premier devient l'Asie, le 2e devient l'Europe et le 3e devient l'Afrique. C'est toujours vrai dans le catéchisme catholique officiel, puisqu'on considère que ce sont les peuples de la terre qui viennent adorer Jésus. On utilise cela. Bon, ça ne correspond pas vraiment à ce qu'on peut dire du texte, puisqu'ils viennent d'Orient uniquement, c'est probablement des Zoroastriens. Mais indépendamment de ça, vous avez cette jolie histoire, dans une certaine mesure, de dire les peuples viennent adorer le petit Jésus. Bon. Et le 3e est donc l'Afrique
Et c'est comme ça que notre troisième roi mage est devenu noir. C'est dans ce que c'est le Balthazar, le dernier. C'est cette petit imaginaire qui a inventé ça. Donc vous avez toute cette construction qui là est très folklorique, mais est pas si drôle que ça parce que fondamentalement ça a permis à tous ceux qui pratiquaient les traites négrières de justifier le fait de transformer en marchandise une part de la population en disant puisqu'ils sont noirs, ils sont la malédiction de Noé. Et donc, il est logique qu'ils puissent être esclaves. Et c'est pas les Européens qui l'ont inventé. On le trouve, la première occurrence, on la trouve dans un texte juif d'une communauté juive de Mésopotamie au 7e siècle de notre ère. Ils avaient des esclaves haratines, c'est-à-dire noirs, comme tout le monde, plus tard on appellera arabe. C'était pas vraiment encore le cas à ce moment-là. Mais bien sûr, cette histoire de la malédiction de Cham va être utilisée par tous les trafiquants d'esclaves musulmans arabes ou persans ou indiens, et bien sûr par les Européens qui vont pouvoir se donner bonne conscience jusqu'à ce qu'au XVIIIe siècle, il y a un certain nombre de gens comme Voltaire qui disent « Attendez, bon, vous nous racontez des histoires là ». Mais enfin, ça a permis de justifier officiellement pour l'Église les traites qui étaient quand même pas facile à justifier, à partir du moment où on reconnaissait que c'était des hommes. Alors de là, on a hiérarchisé les races, et le 19e siècle européen devient fou. Les Européens se sentent, avec la révolution industrielle, tellement sûrs d'eux-mêmes, tellement constatant leur supériorité constante, et les autres la reconnaissant d'ailleurs, que se crée cette hiérarchie des races qui a amené à des délires, et évidemment à des dérives qui au XXe siècle sont terriblement meurtrières. Mais vous avez ce moment qui est très très court. Les gens s'identifient bien comme différents, mais d'abord sur un plan social, ce que je disais avec le mot barbare, c'est une question linguistique. Pas tellement sur le plan physique. Même si, bien sûr, on trouvait que la norme d'une société ou le type moyen de l'individu était mieux que celui de la société voisine. Enfin, ça, c'est rien d'extraordinaire. C'est passionnant, mais il faut qu'on s'arrête. Mais du coup, je vais vous poser cette dernière question. Ce podcast s'appelle Vlan. Donc, je voudrais savoir à quoi vous voulez ouvrir ou claquer la porte. Je suis un peu frustré parce qu'en fait, j'avais plein de questions encore, mais ça fait déjà 54 minutes, donc il faut que je m'arrête. Écoutez, si vous voulez, on en fera une autre. C'est ça, avec grand plaisir. Donc, il faut que je claque la porte. Ou ouvrir. Ou que je l'ouvre. Bon, c'est facile, parce que c'est l'un et l'inverse de l'autre, donc il n'y a pas de problème. Justement, c'est dans la lignée de ce qu'on vient de dire. Je voudrais ouvrir la porte au métissage. Vraiment, et aujourd'hui, où on est dans un monde de souverainisme et où on a tendance à vouloir fermer toutes les portes, à construire tous les murs, constater qu'il n'y a pas que depuis la diffusion de Sapiens, il y a 200 000 ans, on a cessé d'être les mêmes en se transformant, en se métissant, et que nous sommes tous issus d'un patrimoine génétique vaste et complexe, justement, ne plus jamais utiliser le mot race, et ne plus avoir à l'utiliser, et au contraire penser qu'on s'enrichit chaque fois qu'on se mélange. Super, merci beaucoup Christian. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.